Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un petit peu tabou dans le domaine de l'astronomie amateur. Il s'agit bien sûr de la pollution lumineuse et de la pleine lune. Et l'autre jour, Benjamin, qui faisait le même constat que la majorité d'entre nous, c'est-à-dire qu'il fait très beau et manque de bol, c'est la pleine lune, nous disait, bah voilà, il fait beau quand même, j'en peux plus, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire de la photo, qu'est-ce que je peux bien pouvoir photographier avec mon télescope alors que c'est la pleine lune? Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder un petit peu tout ça, de voir quels sont les impacts de la pollution lumineuse et de la pleine ville pour l'observation et aussi pour l'astrophotographie. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors la première chose à bien considérer et bien comprendre quand on parle de pollution lumineuse ou de pleine lune, c'est tout simplement la notion de la lumière. En fait, il faut bien comprendre que cette lumière qui nous vient soit de la lune, soit de l'éclairage artificiel, est une addition par rapport à la lumière des étoiles et la lumière du ciel. En effet, même en pleine journée, on arrive à voir la lune à l'œil nu. C'est à supposer simplement qu'elle soit de ce côté-là de la Terre, donc ça dépend bien évidemment de sa phase de quartier, premier ou dernier quartier, mais on peut voir la lune en pleine journée, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et si vous l'observez au télescope, on arrive à bien la voir, à voir les détails. La seule chose quand même, c'est qu'on a beaucoup moins de contraste, tout simplement parce que la pupille de l'œil est fermée à cause de la lumière générale qui est plus importante que lorsque l'on va l'observer en pleine nuit. Avec la pollution lumineuse, c'est un peu le même phénomène. On additionne de la lumière et en fait on est en train de bouffer la plage de dynamique de l'œil parce qu'on commence progressivement à fermer notre iris. Alors en observation, on a deux solutions qui vont pouvoir nous aider quand on va vouloir observer malgré la pleine lune ou malgré la pollution lumineuse. La première solution, bien sûr, c'est l'utilisation de filtres comme les filtres LPR, SkyGlow ou UHCS qui sont un peu plus sélectifs. Et donc ces filtres-là vous permettent de pouvoir redonner de la dynamique, en particulier aux nébuleuses. Et ce sont des filtres qui sont conçus pour supprimer en particulier les jaunes orangés des lampes à vapeur de sodium. Et en réalité, quand vous utilisez ces filtres-là sur les nébuleuses, même sous un très bon ciel, vous pouvez vous apercevoir que l'on a donné un peu plus de dynamique à notre nébuleuse. Donc c'est un indice intéressant, ça veut dire que comme le fond de ciel en réalité, on a bien compris, vous le savez bien, n'est pas strictement noir, il est très légèrement gris, parce que c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et donc ces filtres viennent supprimer au moins une partie de cette lumière qui n'est pas utile pour les nébuleuses et nous donner un peu plus de contraste. La nébuleuse se détache par rapport à son environnement. Quand il s'agit de la lumière de la pleine lune, cette lumière est également globalement blanche. Tout simplement parce que la lune est finalement assez monochromatique et que c'est la lumière du soleil qui est par définition une lumière blanche qui vient frapper sa surface et revenir vers nous et donc diffuser dans l'atmosphère. Ça c'est la diffusion de Rayleigh dont on a déjà parlé. Et donc ces filtres-là vont vous donner un peu plus de dynamique pour pouvoir observer sous la pleine lune. Par contre, le truc hyper important à bien garder à l'esprit, que ce soit dans une situation de pollution lumineuse donc artificielle ou de la pleine lune, c'est d'essayer de vous mettre à l'abri de tout éclairage direct. C'est-à-dire que si vous avez la pleine lune, mettez-vous au moins à l'abri d'un arbre, à l'abri d'un bâtiment, ou si vous avez un lampadaire, essayez de vous cacher de ce lampadaire, tout simplement pour éviter que la pupille de l'œil ne soit fermée et lui permette de se dilater au maximum, et donc de capter le maximum de lumière. Donc on peut toujours observer malgré une pleine lune ou malgré la pollution lumineuse, même si c'est pas la panacée, mais c'est toujours possible. Bien évidemment, l'observation planétaire ne posera pas de problème sur des planètes brillantes, etc., puisque voilà, les grosses planètes brillantes sont très très lumineuses, Jupiter, Mars,
Vénus, Saturne sont très très lumineuses, donc on n'aura pas de problème. Mais pour le ciel profond, voilà, si vous pouvez essayer de vous préserver un minimum de tout éclairage direct, eh bien ça vous aidera pour l'observation. Parlons maintenant de la photographie. Lorsque la Lune est présente, c'est évidemment aussi l'opportunité de la photographier en haute définition. Et donc par exemple, je peux vous présenter les photos qui ont été faites ces derniers jours par Freddy Bourgeois, qui est un astronome amateur du Nord-Pas-de-Calais. Ça fait que quelques mois qu'il a débuté l'astrophotographie et franchement il nous présente des photos absolument superbes. Je ne me lasse pas de contempler ces reliefs lunaires et ces détails suite à l'illumination du soleil. Il y a aussi cette photo absolument ahurissante publiée sur Reddit ces derniers jours. Elle est en train de faire le tour de la presse, le tour du web. Il s'agit tout simplement d'une addition entre des photos en grand champ faites avec des poses longues de façon à afficher la lune cendrée et les étoiles, et en même temps des photos, des films faits à la caméra planétaire et longue focale pour avoir tous les détails sur la face illuminée de la Lune. Cette photo est le résultat de quelque chose comme 80 000 images au total et nous donne un résultat absolument éblouissant. Donc il y a aussi la possibilité de faire de l'imagerie planétaire sur la Lune et il ne faut pas hésiter parce que la Lune est vraiment très très intéressante. On en parlera aussi dans des prochaines vidéos à venir. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la pleine lune ou la pollution lumineuse ne doit pas être une excuse à finalement ne pas se tenter à l'aventure de l'astrophotographie. Je vous renvoie par exemple aux travaux extraordinaires de Aziz, qui habite à Casablanca au Maroc, et je salue les Marocains, les Algériens, les Tunisiens qui nous suivent sur la chaîne. Et donc Aziz a fait cette photo extraordinaire de la nébuleuse du casque de Thor. Je vous renvoie en fait à son post. Tout ça pour vous dire que même en pleine ville, on arrive à faire des photos exceptionnelles. Je vous renvoie également au site de Christian D. Il habite à Villeneuve-d'Ascq, à côté donc de la métropole lilloise, dans un site où il y a énormément de pollution lumineuse. Et non content d'avoir imagé à peu près tous les objets du catalogue de Messier visibles depuis l'hémisphère nord, il s'est attelé à des catalogues beaucoup moins connus avec des résultats exceptionnels. Et il y a aussi un astrophotographe amateur qui habite à Bruxelles, qui fait de l'imagerie de nébuleuses en narrowband, c'est-à-dire les bandes étroites, le soufre, l'oxygène, l'hydrogène, et qui donne des photos absolument extraordinaires. Et bien ces derniers jours, et c'est la raison pour laquelle cette vidéo sort avec un tout petit peu de retard, ces derniers jours, j'ai essayé de faire de l'imagerie à peu près tous les soirs puisque le ciel le permettait. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, j'ai photographié la comète donc C2018Y1 Iwamoto. Donc je vous renvoie à la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. La nuit suivante, donc vendredi soir, j'ai essayé d'imager la nébuleuse de la tête de sorcière qui est juste à côté de la constellation d'Orion. C'est une nébuleuse difficile de magnitude 10 et je suis à 50 degrés de latitude nord. Autant mieux vous dire que c'est une cible vraiment difficile. Alors moi je suis sur un balcon qui est orienté sud-ouest et là en l'occurrence on pouvait essayer de se protéger de la Lune était encore cachée par le bâtiment. Néanmoins j'ai pu expérimenter une problématique et donc c'est pour ça qu'il faut bénéficier et essayer au maximum, même quand il y a la Lune, même si on sait qu'on a peu de chances de faire un bon truc. J'ai pu mettre en évidence une problématique sur mon télescope. Vous le savez, mon télescope est un Stroke avec des tubes de carbone. Et en fait, on est non loin de l'étoile Rigel de la constellation d'Orion. Et en fait, j'avais une trace sur ma photo. J'avais déjà essayé d'imager cette nébuleuse quelques jours auparavant. J'avais depuis tout renettoyé, changé de miroir secondaire parce qu'il était endommagé. Je pensais que c'était donc son côté endommagé qui posait problème. Et j'ai donc voulu réimager la nébuleuse vendredi soir. Et de nouveau, j'obtiens cette même trace un peu étonnante sur cette photo. Mais en superposant les deux photos, on s'aperçoit que ce n'était pas une trace due à mon capteur. Il n'y avait pas de raison que ce soit le miroir primaire parce que je venais complètement de le nettoyer. Le miroir secondaire était neuf, donc là encore c'était pas lui, et c'est pas les flats puisque les flats fonctionnent bien. Et en fait dans la même soirée, j'ai photographié deux autres cibles, en l'occurrence la nébuleuse du Cône, un petit peu, et la nébuleuse de la Méduse qui se trouve dans la constellation des Gémeaux.
Et je n'avais pas cette trace circulaire étonnante. Donc je ne comprenais pas ce qui se passait à propos de la tête de sorcière. Donc ça, c'était quelques jours auparavant que j'avais fait ce constat, je ne comprenais pas d'où ça venait. Et en réalité, comme j'avais un décalage sur la photo prise vendredi, j'ai pu mettre en évidence qu'en réalité, le centre de cet arc de cercle, eh bien, c'est lié me ramène, si vous voulez, à l'étoile Rigel. Donc en superposant deux images qui sont décalées au niveau de leur cadrage, on peut voir qu'en réalité, cette lumière provient bien d'en bas à gauche et que c'est un reflet sur les tubes de carbone à l'intérieur du télescope. Donc tout ça pour vous dire que quand, malgré le fait d'avoir la pleine lune, vous pouvez essayer un certain nombre de choses pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne votre instrument et éventuellement trouver des problèmes. Samedi soir, j'ai par contre imagé la nébuleuse M42 d'Orion. Elle est bien célèbre, elle est bien connue, elle est magnifique, et j'ai pu sortir une photo vraiment tout à fait sympathique. La seule problématique avec cette photo, c'est le vignettage sur les quatre coins, dû au fait que j'ai un capteur de type full frame sur un 200-800, et là en l'occurrence, forcément, on a un vignettage qui est quand même important de base, et le correcteur de coma joue peut-être aussi dans ce facteur-là. Et donc forcément, les coins sont un petit peu moins bons, j'ai des traces un petit peu irisées, mais néanmoins, j'ai une image qui est quand même relativement propre. Alors je vais vous montrer un petit peu comment je fais de l'acquisition du ciel profond. Donc ici vous avez le PC pour l'autoguidage. Donc là vous pouvez voir qu'il est en train de guider et j'ai une précision pour le guidage de l'ordre de 1,60 secondes d'arc. Donc en fait sur l'écran, la partie gauche et le réticule il est en train de viser une étoile, puis ensuite on peut voir en haut à droite le résultat de la précision de l'étoile et puis ensuite le résultat de l'autoguidage. Donc là comme j'ai ouvert la fenêtre, il y a un petit peu de vent et tout ça, donc forcément il travaille un peu plus. Donc là maintenant vous pouvez voir le télescope. Donc il est sur sa monture équatoriale, dite monture en fer à cheval, avec tous les lestes, etc. Et vous avez les motorisations qui sont sur la droite là. Et donc le Sony A7S est en train de faire les captures. Donc pourquoi je vous montre ça, c'est pour vous montrer aussi que l'excuse qui consiste à dire ouais, en ville on peut pas faire d'acquisition de ciel profond, etc. Donc voilà, je vous montre un peu ma résidence. Donc là, vous avez en face de moi un projecteur de 250 watts. Par derrière, là, vous avez la ville de Lille, donc on peut pas trop voir forcément, parce qu'on est en mode vidéo sur l'iPhone. Et là, vous avez un boulevard qui est illuminé. Et à gauche, vous avez la Moque Honnay qui souvent est allumée. Mais vous avez surtout quasiment la pleine lune. La pleine lune, je crois que c'est demain, quelque chose un peu du genre. Donc vous pouvez voir qu'en fait, je suis en train de faire de l'acquisition ciel profond en ville, là au fond, là, la petite lumière rouge, je crois que c'est l'aéroport de l'Équin, hein, c'est l'aéroport de Lille. Hein. Donc en fait, on a un ciel qui est franchement assez mauvais, mais on peut essayer de faire de la photo du ciel profond. Donc Hegel disait la peur de l'erreur est la pire des erreurs, et ben voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager aussi un petit peu ce soir, et vous donner un peu l'idée de, voilà, on peut faire de la photo en ciel profond en pleine ville, il suffit simplement de se lancer, et puis après ça au niveau du traitement il y aura une élimination du gradient de ciel, mais c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, mais en soi c'est tout à fait possible. En fait, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de récupérer malgré la pollution lumineuse d'une ville et malgré la présence d'une lune extrêmement lumineuse et haute, je vais vous donner un petit exemple un petit peu de ce que l'on peut faire grâce aux outils de traitement numérique aujourd'hui. Donc on va faire ce qu'on appelle un Dynamic Background Extraction, c'est-à-dire en fait une extraction du fond de ciel. Donc là ici je vous montre un exemple avec le logiciel PixInsight, et pour ça on va juste régler quelques petits paramètres rapidement. Donc le premier concerne une tolérance, puisqu'on a une zone très peu lumineuse, une zone bien lumineuse, un smoothing factor qui va permettre de lisser un petit peu le résultat de notre calcul. Et ensuite, on va aller placer des carrés dans l'image et on va prendre des carrés assez grands de façon à avoir quelque chose de bien moyenné. Ensuite, on fera une soustraction et on n'a pas besoin de garder le background model, quoique on pourra le regarder. Donc, on va placer quelques points assez proches de la périphérie puisque ce sont vraiment les cas les pires de notre image. Donc voilà pour notre exemple. Donc bien évidemment, le plus de points on ira placer, le plus précis sera le calcul.
Donc, on va lui faire calculer l'image qui correspond au fond de ciel, qui est la moyenne finalement et la courbe lissée de tous ces points, et notre image finale. Donc, l'image qui correspond au fond de ciel, elle donne ceci. Donc, on retrouve bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Et l'image de avec notre fond de ciel soustraite est celle-ci. Donc, on peut voir ces traces un peu irisées dont je vous parlais, mais c'est pas insolvable, bien sûr que non. Donc on peut fermer le calcul, et ce qu'on va faire, donc là on était en mode de visualisation du fond de ciel, on va passer sur un histogramme transformation. On ne touche pas bien évidemment la valeur haute parce que le cœur est quand même pas loin d'être cramé. Voilà. Et là on a quelque chose de franchement pas mal du tout. Après ça, on va faire juste un petit lissage de bruit. Donc avec ACDNR, on va pas le mettre trop fort. Voilà. Et on peut sauvegarder notre image. Alors maintenant, vous pouvez voir qu'on a encore quelques petites traces un peu irisées sur les côtés. Donc il y a une petite technique qui est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le fond de ciel à 20. Et ensuite, on va tuer la couleur. Parce qu'en fait, ce qui nous gêne, c'est la couleur. La luminosité, elle n'est pas très gênante. Donc on va prendre une zone bien lumineuse. On va la ramener juste tout simplement à 0. On va le faire une ou deux fois. Pour regarder voilà, les petites valeurs résiduelles. Il reste vraiment pas grand chose. Voilà, hop, ça on va ramener à 0. Et ensuite, on va ramener ça de nouveau à 20 et on va lui dire color. Voilà. Donc en fait, on va simplement appliquer la couleur, la valeur de la calorimétrie de ce truc qu'on a maté. Donc comme on l'a maté, en fait, il n'y a pas de couleur et donc le fond de ciel est noir et blanc. Donc là, on a une image qui est pas mal du tout et on va juste la couper. Voilà, et vous pouvez voir qu'on a une image vraiment franchement belle, franchement appréciable, et c'était le but. Donc voilà, rien n'est impossible malgré la pollution lumineuse ou la présence de la pleine lune. Donc voilà, si vous voulez mon sentiment, et une des raisons pour lesquelles je voulais enregistrer cette vidéo et vous partager cette réflexion, c'est que quelquefois on a un peu tendance à être comme un cheval qui est accroché juste par une petite ficelle à un poteau. Simplement parce que dans son esprit, il est accroché, il ne peut pas s'en aller, il accepte de ne pas prendre sa liberté. Alors qu'il aurait largement la force, si la corde venait à tenir, de pouvoir carrément arracher le poteau ou voire carrément arracher un arbre. Donc voilà, je voudrais vous encourager. Ce week-end qui vient, il va faire très beau. Et donc c'est l'occasion de pouvoir imager malgré tout. Il faut juste garder à l'esprit une chose très importante. Si vous voulez faire de la photo, faites très attention à ce qu'aucune lumière directe de la part de la Lune ou d'un éclairage artificiel ne rentre à l'intérieur de votre instrument. Si par exemple vous alliez avoir un pinceau de lumière qui arrive directement sur la tranche du miroir secondaire ou sur les branches d'araignée, vous auriez un reflet direct ensuite qui serait vu par le capteur de l'instrument et vous ne pourriez pas le supprimer après coup comme on le fait avec les flats. Là en l'occurrence c'est pour les poussières et le vignettage. Donc gardez ça à l'esprit, peut-être accrocher une planche quelque part ou vous mettre à l'abri d'un bâtiment, mais il est tout à fait possible de faire de l'imagerie dans ces conditions. Alors ne désespérez pas, c'est le moyen de pouvoir mieux maîtriser votre matériel, de continuer d'apprendre, et on apprend toujours, et à partir de ce moment-là, le jour où les conditions seront vraiment nettement plus favorables, en vacances, ou pendant la nouvelle lune, vous pourrez faire des photos encore meilleures. Je vous remercie de votre attention, je m'excuse aussi pour ma voix, j'ai un petit peu la crève, et donc voilà, c'est aussi la saison. Mais je vous encourage à faire connaître cette vidéo autour de vous aussi, si vous entendez parler de pollution lumineuse ou de pleine lune, pour encourager chacun à essayer de se risquer et à faire les meilleures images possibles. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.